l'intervention de quelqu'un étranger pour vous aider à organiser les élections des délégués du personnel dans vos établissements. Donc, mais il faut savoir avant même qu'on fasse à la vive, à la vive, à la vive, à la vive du sujet, ça veut dire à l'étude du cas, avant de faire face à faire les études des cas, je vous explique un peu c'est quoi le délégué du personnel, et qu'est-ce qui est leur rôle dans les entreprises, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut pour être un délégué du personnel, qu'est-ce qu'il faudra vous remplir dans vos conditions. Donc, et quels sont aussi l'effectif donc, que l'entreprise ou que les établissements doivent avoir pour que vraiment donc, organiser les élections des délégués du personnel. Donc, et aussi, on va savoir quels sont les électeurs, quelles sont les personnes qui sont capables de voter. Donc, parce que c'est pas toute personne dans tous les employés peuvent voter. Il y a des exceptions, il y a des conditions que vous devez les remplir pour que vous puissiez vraiment être donc considéré comme un électeur. Mais il y a aussi des conditions pour être un éligible, ça veut dire pour être un candidature. Pour être un candidat, il y a certains nombre de conditions aussi que vous devez le remplir. Bon, bref, je vous explique tout ça. Donc, ce sont des conditions qui sont stipulées par la loi, par le règlement et aussi la convention collective. Donc, tout d'abord, on va commencer avec les champs d'application des institutions de délégués du personnel. Les délégués du personnel, comme vous savez, sont élus dans les établissements et non dans les entreprises. Et non dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les délégués du personnel doivent être élus dans l'établissement. Parce que chaque entreprise a plusieurs sites. Donc, parfois même dans plusieurs sièges, dans plusieurs régions. Donc, et que c'est pas logique de prendre un délégué du personnel, désigner un délégué du personnel qui va représenter une site qu'il ne connaissait même pas, parce que tout simplement, il ne travaille pas dans ce site, et pourtant, il ne connaît pas les problèmes quotidiens qu'ils rencontrent donc, dans leur vie professionnelle. Donc, ça veut dire au quotidien, ils ne sont pas rencontrés la même difficulté. Et pour cela, ce n'est pas logique et raisonnable de les présenter. Donc, pour cela, la loi dit que chaque délégué du personnel doit être élu dans l'établissement et non dans l'entreprise. Donc, ça c'est bon. Deuxièmement, c'est l'effectif. Donc, c'est quoi? En parlant de l'effectif, il faut savoir qu'il y a deux effectifs. Il y a un effectif global de l'entreprise, ça veut dire l'ensemble des employés de l'entreprise. Et ça, c'est quoi qu'on parle? On parle de l'effectif donc électoral, l'effectif qui peut élire, qui peut voter. Donc, ça, ce qu'on parle de l'effectif, c'est l'effectif qui peut voter, mais non l'effectif global de l'entreprise. Donc, parce que l'effectif global ne peut pas voter. C'est comme les élections présidentielles ou les élections locales. C'est pas tous les citoyens pourront voter. Il y a certaines conditions que vous devez remplir pour que vous puissiez vraiment bénéficier de votre droit de vote. Donc, c'est pareil aussi pour les élections de délégués du personnel. Donc, l'effectif, on parle de l'effectif, bien sûr, il y a certaines conditions. OK. La première, c'est quoi? C'est le nombre légal. Car un établissement euh, a trouvé ou a atteint, il était obligé d'organiser des élections de délégués du personnel. Donc, la loi a dit qu'un établissement à plus de 10 travailleurs, bien sûr, à plus de travailleurs qui conclurent
qui, qui, qui accomplir, bien sûr, qui remplir plutôt, qui remplir les conditions. Donc, les conditions euh, électorales. Il fallait vraiment les organiser, les élections déléguées, pardon, les élections déléguées personnelles. C'est quoi le nombre plus de travailleurs? Les travailleurs, tout d'abord, il y a, il y a certaines appréciations, il y a certains privilègements. Donc, c'est la première effectif et la première effectif. Et dans l'effectif, bien sûr, il y a plusieurs employés. Donc, on privilégie tout d'abord les gens qui sont en contrat de travail à durée déterminée. Ça veut dire les gens qui sont en contrat de travail qui travaillent sous contrat de travail à durée indéterminée, des CDI, mais qui sont aussi accomplir au moins 6 mois de présence dans l'entreprise. Et après, on a les contrats à durée déterminée aussi, la CD2. Donc, et nous avons là plusieurs, les contrats précaires. Ce sont les contrats CDD aussi, le contrat journalier, les contrats saisonniers, les contrats c'est droit d'activité, les contrats d'usage euh, et le contrat aussi, voilà, je pense que c'est ça. Le contrat pour surcroît d'activité, voilà, c'est ça. Le contrat pour remplacement provisoire aussi, c'est rentre dans ces trucs-là. Donc, ce sont les contrats. Mais chaque employé, il y a une condition que un employé qui n'est pas en durée de présence de 6 mois durant l'année dans l'entreprise ne peut pas voter, ne peut pas être donc considéré comme dans l'effectif donc électoral des élections déléguées du personnel. Donc, ne rentre pas dans ces effectifs. Donc, pour cela, on inclut. Donc, voilà. Tout simplement parce qu'il ne remplit pas les conditions. Bien sûr, il y a des exceptions, sauf une autorisation de l'inspecteur du travail. Donc, si l'inspecteur du travail a reçu une durée de présence, par exemple, disons de 2 mois, 3 mois, selon il y a des exceptions, bien sûr, à ce sujet, à ce stade. Donc, voilà les conditions. Deuxièmement, il y a quoi? Deuxièmement, nous allons voir, c'est que nous allons voir aussi après que l'employé, après que l'effectif, et après qu'on va en analysant les effectifs que nous avons, et que tous les effectifs remplissent les conditions, on sort le nombre d'effectifs qui sont vraiment remplis les conditions précitées. Donc, à travers à travers cet effectif-là, on va déterminer le nombre de sièges à pouvoir. OK. Le nombre de sièges à pouvoir, donc, seront déterminés à travers le nombre d'effectifs électoraux. OK. Donc, bien sûr, c'est aussi stipulé par la loi, préfixé. Donc, euh, entre 11 travailleurs, 25, nous allons voir en délégué titulaire et en suppléant. Bien sûr, en suppléant, il est dans les mêmes conditions que les délégués titulaires. Et il a aussi la même droit. Donc, entre 26 à 50, nous avons voir 2 délégués titulaires et aussi 2 délégués suppléants. Entre 51 à 100, nous allons voir 3 délégués titulaires et 3 suppléants. Entre 251, entre 101, pardon, jusqu'à 250, nous allons voir 5 délégués titulaires et 5 suppléants. Entre 251 jusqu'à 500, nous allons voir 5 délégués titulaires et 5 suppléants. Entre 501, non, pardon, entre 251 jusqu'à 500, nous allons voir 7. Et entre 501 jusqu'au 1000, on va voir donc 9 délégués titulaires et 9 suppléants. Et plus de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 500 travailleurs. C'est un cas qu'on dépasse 1000 travailleurs. Donc, dans chaque tranche de 500, il y a un délégué titulaire et un suppléant. Ça veut dire entre 1001 jusqu'à 1500, nous allons voir un
Donc, et plus le 1000, il y a 9 aussi. Donc, 9 plus 11, ça fait 10. Donc, et chaque fois qu'on dépasse, si on prend par exemple 1500 ans, nous allons voir combien? Nous allons voir 12 parce que c'est rentre dans les tranches 500 ans jusqu'à 2000. Voilà. Dans chaque tranche, on va voir en délégué titulaire et en suppléant, ça veut dire que c'est au-delà des 1000. Maintenant, on va parler de toutes les procédures qui précèdent les élections, ça veut dire les opérations de vote, les opérations des élections. Il y a tout au long des procédures. Donc, tout d'abord, on va commencer par parce que la responsabilité des organisations des élections déléguées des personnels sont liées et rattachées, bien sûr, à l'employeur, au chef d'établissement. Donc, le chef d'établissement, c'est celui qui est le responsable de l'organisation des élections des délégués du personnel. Donc, bien sûr, ils doivent faire, il doit montrer son intention d'organiser une élection des délégués du personnel. Donc, et à ces demandes-là, ou à cette lettre, notification écrite, informer donc toutes les organisations syndicales présentées au sein de l'établissement, donc en lui montrant son intention d'organiser les élections. Une copie de cette aussi correspondance doit être adressée à l'inspecteur du travail. Donc, et dans cette copie, après avoir aussi les accords avec les organisations syndicales, ils doivent préciser la date et les heures d'ouverture, de lier les dates, les heures d'ouverture et de fermeture du secrétaire. Bien sûr, après avoir bien entendu les accords avec l'organisation syndicale présentée au sein de l'établissement. Mais aussi, cette lettre doit être établie avant 15 à un mois avant l'expiration des précédents mandats du délégué en cours. OK? C'est qu'un mois avant l'expiration des précédents mandats du délégué du personnel en question. Une fois qu'il a informé, une fois qu'il a fait toute cette procédure que nous avons dit, que j'ai dit tout à l'heure, donc maintenant, ils doivent, les élections, non seulement ils doivent établir et doivent préciser la date des heures d'ouverture et de fermeture des secrétaires liés, mais ils doivent aussi informer les organisations syndicales d'établir leur liste donc, des candidatures. Leurs listes des candidats doivent être déposées donc aussi 15 jours au moins avant la date du secrétaire. Donc, les organisations syndicales, ils vont ils vont établir leur liste. Et bien sûr, la liste ne doit pas dépasser le nombre de sièges à pouvoir. OK? Ça, c'est très important. Donc, si nous avons 5 sièges et non pas la possibilité de déposer une liste avec, disons, 7, alors qu'il n'y a que 5 sièges à pouvoir, donc c'était interdit. Donc, c'est pas logique. Donc, ils doivent déposer juste le nombre qui correspond à le siège à pouvoir. C'est aussi très important. Une fois qu'ils ont déposé leur liste, bien sûr, comme nous l'avons bien entendu, avant 15 jours, au moins avant la date du secrétaire. Donc, il fallait quoi maintenant? Il fallait qu'il fallait vraiment maintenant l'employé, qu'est-ce qu'il va faire? L'employé aussi, afficher, ils doivent afficher donc 4 jours au moins avant la date de secrétaire, les listes donc acceptées après avoir analysé donc les conditions donc légales qui doivent les remplir les candidats. Donc, ils doivent afficher les listes donc en précisant les dates de secrétaire. Donc, après, bien sûr, la première lettre dans laquelle il est identifié tous qui concerne en précisant les lieux, les dates, les heures de vote de comité de secrétaire.
mais aussi ils doivent afficher le liste donc établie par les organisations syndicales en compétition à siège dans à siège donc à pouvoir. Ils doivent bien sûr établir cette liste en affichant la liste dans un endroit donc précisé, donc qui est vraiment l'accès à tout le monde de savoir donc l'endroit qui est vraiment privilégié et apprécié et consacré pour la diffusion pour la diffusion des informations donc de, pour l'endroit dans lequel il affiche des informations pour que pour que ses employés sachent vraiment qu'il y a un liste, qu'il y a des candidatures, qu'il y a des candidats qui sont proposés par des organisations syndicales, donc à présenter les employés à présenter dans cette sélection donc prévue. Ok. Tout d'abord, une fois qu'il affiche cette lettre, ou une fois qu'il affiche une liste, donc des candidats, bien sûr, j'insiste là-dessus, qui doivent afficher 4 jours au moins avant la date de scrutin. Donc, et après, il y a une campagne électorale qui se déroulera, mais dans les campagnes électorales qui se déroulera, donc ce n'est pas les organisations syndicales qui sont les monopoles d'organiser la campagne. Chaque personne, il peut le faire. Donc, il peut le faire son campagne. Donc, mais il y a certaines certaines, disons, certaines choses qui ne sont pas vraiment préférables, donc, qui sont interdites dans la campagne électorale. Vous ne pouvez pas loyer quelque chose pour la campagne électorale. Donc voilà, vous ne pouvez pas alloyer quelque chose, ok, pour exécuter, pour exercer les campagnes. Et aussi les campagnes ne doivent pas entraver, ne doivent pas perturber les travails, les bons services de l'entreprise ou les bons fonctionnements de l'entreprise. C'est ça. Ils ne doivent pas aussi perturber les bons fonctionnements de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a terminé avec tout ça, donc nous avons la liste, nous avons les candidats, donc voilà, de chaque organisation syndicale présentée. Donc parce que dans le premier tour, il n'y a que les organisations syndicales qui pourront présenter leur liste, ok? Il n'y a pas de candidats individuels dans les premiers tours, sauf s'il n'y a pas de organisations syndicales dans les catégories professionnelles, dans les polices électorales au sein de l'établissement. Et dans ces cas-là, il y a l'entreprise, l'employeur, il doit vraiment donner une autorisation, donner le droit aux gens de déposer des candidatures, des candidats personnels, pas individuels. Donc, et après, ce qui va suivre à cette étape, c'est que quoi? C'est que les dates du scrutin, c'est-à-dire le jour du scrutin. Et bien sûr, il y a des collèges électoraux dans les entreprises, dans l'établissement plutôt. Il y a un collège électoral pour les employés et les ouvriers. Il y a un collège électoral pour les cadres et agents de maîtrise et assimilés. Donc, par exemple, les cadres ne pourront pas présenter les ouvriers. Donc, pareil aussi pour c'est idem aussi pour les ouvriers. Un ouvrier ou un employé simple ne peut pas présenter un cadre. Voilà, parce que tout d'abord, tout simplement, ils ne sortiront pas dans les mêmes classe sociale. Ils ne rencontreront pas la même difficulté au quotidien. Et pour cela, ils ne peuvent pas les présenter. Donc, ça, c'est aussi, il faut les noter. Après ça, il y a l'organisation, il y a la direction, il y a des opérations maintenant des votes qui doivent dérouler. Il y a un bureau de vote, il y a de logistique, etc. Et l'employé
Et vraiment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est lui qui est le responsable de l'organisation des élections déléguées du personnel. Donc, en termes de matériel logistique, ils doivent constituer 2 bureaux de vote pour chaque collège électoral. Donc, et dans chaque, parce que celui qui doit présider les bureaux de vote ou par son représentant. Donc, et aussi, ils doivent donc, en termes de matériel, bien sûr, il doit fournir les bulletins, les bulletins, il doit fournir les bulletins. Donc, ils doivent aussi fournir les enveloppes. Et donc, il doit mettre en place les uloirs et les urnes pour donc assurer une bonne organisation de l'opération des élections donc dans l'établissement. Ça aussi très important. Une fois que tout a fait donc par l'employeur et dans chaque bureau de vote, il y a le chef d'établissement qui préside, son représentant, bien sûr assisté par euh, les représentants, donc nos candidats de la liste, donc présentés en compétition à siège, donc à pouvoir. Donc c'est aussi très important. Donc maintenant, on va passer vers les votes et comment les votes vont organiser et comment tout ça, comment on attribue les sièges, comment on sait que tel candidat ou telle liste a obtenu tel ou tel siège. Donc, c'est aussi très important. Il y a tout au long de une procédure de siège, une procédure de méthode, de règles fixées par la loi, par la convention réglementaire que vous devez savoir. Donc, dans les opérations de vote, dans l'attribution des sièges, nous allons voir. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le quorum. Et le quorum, qu'est-ce que ça veut dire? Le quorum, c'est qui vous permet de savoir est-ce que cette élection, est-ce que ces élections de délégués, est-ce que cette élection de délégués du personnel va, va, euh, va vraiment passer en deuxième tour ou non. Donc voilà, à travers les quorums, vous pouvez identifier, vous pouvez connaître, ok, est-ce que cette élection va, demander un deuxième tour ou non. Donc, le quorum, comme vous savez, le quorum est égal des nombres de, les nombres les nombres d'inscrits ou le nombre d'électeurs inscrits divisé par B. Le nombre d'électeurs inscrits divisé par B. OK. On divise le nombre d'électeurs inscrits qui sont remplis les conditions qu'on a déjà précitées, et donc on divise par B pour savoir le quorum. Voilà. Et ce qui vous donnera le quorum. Donc, et le quorum, qu'est-ce qu'il faut une fois que le quorum est atteint, il n'y a pas de second tour. Mais une fois que le quorum n'est pas atteint, vous devez absolument procéder au deuxième tour. Et donc, 15 jours au moins après la date du dernier secrétaire. Voilà. Et dans ces cas, non seulement l'entreprise, non seulement les organisations syndicales ont la possibilité, ont la monopole de présenter des listes, mais aussi il y a des candidats individuels qui pourront aussi présenter, déposer leur candidature. Donc, et le quorum, une fois que le quorum est atteint, ça c'est normal, il n'y a pas de second tour. Donc, OK, il n'y a pas de second tour. Donc, mais comment on savoir que le quorum est atteint? Le quorum est atteint, bien sûr, lorsque le nombre de votants inscrits, lorsque le nombre de votants inscrits, lorsque le nombre de votants réduction faite de bulletins blancs ou nuls est supérieure ou égale à la moitié du nombre d'électeurs inscrits. Donc, ça veut dire, on prend le nombre de votants, les gens qui votent, parce que non seulement parce que vous avez inscrit que vous devez vraiment voter. Non, vous pouvez inscrire sans que vous puissiez vraiment voter, parce que vous pouvez être tout simplement vous s'abstenir de voter, parce que telle ou telle liste ne vous ne présente pas, mais vous n'êtes pas d'accord avec la liste. Et pour cela, c'est obligatoire, c'est obligé, vous refusez de voter, et que ça, c'est votre droit. Donc, du coup, vous avez inscrit
Donc, vous avez inscrit, mais vous n'avez pas vous ne rentrez pas dans les nombres de votants. OK? Il y a les nombres d'inscrits, il y a les nombres de votants. Les votants, c'est les gens qui exécutent les opérations de vote, les gens qui sont venus au siège pour voter. C'est ça. C'est ça qu'on parle de vote. OK? Les gens qui votent, qui exercent leur droit, qui sont votés, qui sont venus au siège du secrétaire et ils sont votés, bien sûr. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le votant. Le nombre de votants, mieux. Mais quand on parle du nombre de votants, on parle du nombre de suffrages valablement exprimés. Donc, le nombre de votants moins de réduction fait des bulletins blancs ou nuls, ça vous donne le nombre de suffrages valablement exprimés. Parce que vous avez de votants, mais qui ne votent pas normalement. Ça veut dire qu'ils faussent leur vote. Donc, ils ne votent pas comme il faut. Et pour cela, ils font des votes, des fausses votes. Donc, et on parle des suffrages valablement exprimés, c'est les vrais votes, les gens qui font le vote correctement comme il faut. Donc, on fait la réduction du nombre de votants, moins la réduction des bulletins blancs ou nuls. Donc, et ça vous donne le nombre de suffrages valablement exprimés. Et si le nombre de suffrages valablement exprimés est supérieur ou égal à la moitié du nombre d'électeurs inscrits qui était le quorum, maintenant, il n'y a pas de second tour. Mais si c'est inférieur, vous devez juste obligatoirement passer au deuxième tour. OK, on suppose que les élections, que votre élection ne demandera pas un second tour. OK, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Maintenant, votre élection, c'est terminé. Vous avez calculé le quorum, vous avez analysé que après le résultat, il n'y a pas de second tour parce que le quorum est atteint. Et voilà, maintenant, comment vous pouvez attribuer le siège? Et ça, c'est aussi une c'est ça aussi le, le cœur vraiment, la partie qui est plus importante dans les opérations. Maintenant, il y a, c'est selon la liste présentée, selon la liste présentée en compétition, donc pour gagner le, le siège à pouvoir. Tout d'abord, on va calculer il y a des quorums, c'est pas, ne rentre pas dans l'attribution des sièges parce que les quorums, c'est juste pour valider est-ce que le résultat ou est-ce que les élections n'atteignent pas, ne demandent pas ou n'est pas obligatoire ou on n'est pas obligé de passer en second tour, de procéder en second tour, etc. Ça, c'est juste pour valider le résultat. Les quorums vont vous permettre d'apprécier si le résultat ou les élections ne demandera pas un second tour. Ça, c'est juste pour valider le résultat ou pour l'appréciation de la résultat. Ça, c'est le quorum. Mais pour l'attribution des sièges, vous devez aussi faire ce qu'on appelle la caution électorale. La caution électorale qui va vous permettre de de répartir ou de faire une répartition des sièges selon les listes déposées. L'équation électorale est égale quoi? L'équation électorale est égale le nombre de suffrages valablement exprimés, ça veut dire le vrai vote, divisé par le nombre de sièges, divisé par le nombre de sièges à pouvoir. Donc, le nombre de suffrages valablement exprimés sur le nombre de sièges à pouvoir. Si vous avez, par exemple, 250 votes, le vrai vote, ça veut dire le vrai vote, le correct vote, ok? Les gens qui votaient comme il faut, donc qui ne commettent pas des erreurs, etc. Donc, et là, vous divisez sur le nombre de sièges à pouvoir. Vous avez combien de sièges? Selon, bien sûr, l'effectif. Donc, selon l'effectif de l'entreprise, l'effectif électoral, vous, vous pourrez identifier le nombre de sièges. Donc, le suffrage valablement exprimé sur le nombre de sièges, et là, vous trouverez le quotient électoral. Et le quotient électoral va vous permettra de répartir les sièges donc, à la liste à la liste présentée par les organisations syndicales. Donc, maintenant,
Une fois que vous avez une fois que vous avez trouvé le quotient électoral, qu'est-ce que vous devez faire? Maintenant, vous devez calculer les moyens de vote de chaque liste, les moyens de voix obtenus par chaque liste, ok? Par chaque liste. Mais avant ça, il faut calculer aussi les moyens, ok? Les moyens de vote par chaque candidat ou le nombre de votes obtenus par chaque candidat de la liste. OK? Donc, chaque candidat de la liste, vous devez les calculer leur nombre le nombre de voix obtenus par lui-même. Donc, et après ça, vous les cumulez, vous les additionnez, tout le nombre. Donc, ça veut dire que les moyens de voix obtenus par chaque liste est égal le nombre de voix obtenues par chaque candidat de la liste divisé par le nombre de candidats de la liste. Si vous avez une liste de cinq candidats, donc vous devez les additionner et totaliser tout le nombre de voix obtenues par chaque candidat de cette liste et en divisant c'est le nombre des candidats de la liste. Ça veut dire si vous avez 5, vous les divisez sur 5. Tout simplement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle ça, c'est les moyens de voix obtenus par chaque liste. Donc, une fois que vous avez trouvé les moyens obtenus par chaque liste, maintenant, vous pouvez les attribuer le siège. Et comment cela se fait? Cela se fait par quoi? Tout d'abord, on va prendre le nombre de sièges, chaque liste, par exemple, le liste A. Disons les listes A. Supposons, par exemple, nous avons une liste A. La liste A va avoir combien? La liste A, comme nous allons déjà calculer leur moyen de voix obtenus par eux, par la liste, donc on va les diviser par le quotient électoral. Donc, voilà l'importance de la quotient électorale. La quotient électorale va nous permettre tout simplement de répartir les sièges selon la liste à présenter. Donc, à présent, vous pouvez le voir. À présent, vous pouvez le déterminer, le nombre de sièges obtenus par la liste. Donc, en prenant les moyens de voix obtenus par la liste, en divisant sur les quotients électorales, et vous retrouvera donc le nombre de sièges correspondant à la liste. Mais parfois, vous trouverez des moyens, des virgules, et comme vous savez, ce sont des sièges, ce sont des personnes. Donc, et dans les personnes, il n'y a pas de personne et demie, non. Si ça 2,5 par exemple, c'est 2,5, c'est ce qui soit par exemple c'est 2. 2,5 c'est soit 2. Il n'y a pas d'arrondement, etc. Il n'y a pas d'arrondement. 2,5, même si 2,9 c'est 2, c'est soit égal à 2. Voilà, c'est deux sièges, ça veut dire deux personnes. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces procédures à la liste que vous avez par exemple 5 listes, 10 listes ou des listes ou 5, c'est dépend. Donc, les listes présentées. Ok. Donc, vous avez obtenu les sièges. Ok. Il y a des listes qui n'ont rien, qui n'ont rien obtenu. C'est normal. Il y a des listes qui ont obtenu quelque chose, deux ou trois. Mais il y a aussi des sièges qui ne demeurent pas, qui restent, donc qui ne sont pas aussi attribués. Parce que tout simplement, il y a, par exemple, vous avez 5 listes et vous avez trouvé que vous avez seulement 3 sièges sont attribués et qu'il reste 2 sièges qui ne sont pas attribués et vous ne savez pas pour qui vous avez l'attribué. Ça, tout simplement, ça existe et ça arrive parfois. Donc, et dans ces cas, vous devez calculer quoi? Vous devez calculer ce qu'on appelle la plus forte moyenne. Et la plus forte moyenne de la liste, donc, c'est lui et qui a le droit de voir ces sièges qui ne sont pas attribués. OK. Donc, la plus forte moyenne, comment on la calcule? On la calcule euh, euh, par une simple équation. Donc, la plus forte moyenne est égale les moyens de voix obtenus par la liste divisé par le quotient divisé par le nombre de sièges obtenus de la liste, ok, plus 1. Et plus 1, c'est dans des règles, en fait, plus 1. Donc, ça veut dire que dans le premier, la liste a gagné, par exemple, a obtenu deux sièges, mais qu'il reste 3 sièges qui ne sont pas vraiment attribués. Et comment vous pouvez la calculer? J'ai dit, vous prenez la plus forte moyenne et comment vous devez les calculer? Comment vous pouvez la savoir? Quelles sont la liste qui a la plus forte moyenne?
tout simplement, vous prenez le liste, ok, le liste. Donc, par exemple, disons liste A, les moyens d'avoir obtenu, vous avez déjà calculé. Donc, vous les prenez tout simplement et vous les divisez par le nombre de sièges obtenus de la liste que nous avons déjà calculé aussi précédemment et plus 1. Et là, vous avez trouvé obligatoirement, donc forcément, les moyens donc,